Bienvenue sur Cial TV. La diversité des cultures alimentaires, un levier pour bien manger, mélange des saveurs, recours aux produits du terroir du monde, cuisine ethnique. La diversité des cultures peut-elle apporter une nouvelle variété pour un meilleur équilibre? Quels bénéfices tirer des différents modèles alimentaires? Et surtout, quelles opportunités pour les industriels du secteur de l'agroalimentaire? J'ai à mes côtés pour en parler Valérie Orsoni, qui est expert nutrition, qui a écrit de nombreux ouvrages, une douzaine je crois, sur la nutrition, le dernier étant la méthode Orsoni, et puis Un corps de rêve juste avant. Elle est adepte bien sûr d'une alimentation saine. Comment, avec une bonne alimentation, du sport, on peut non pas façonner son corps, mais être bien et se sentir bien dans sa peau. À ses côtés, il y a Carlo von Molenbrock, qui est chef au Chili et qui nous parlera des nombreuses expériences qu'il mène, que ce soit en télévision, puisqu'il anime une émission de télévision sur cuisine et santé, mais également dans un hôpital où il anime une clinique gourmet. Donc il nous parlera un petit peu de sa vision, lui, en tant que Chilien, de l'équilibre nutritionnel. Et puis à ma droite, Rewade Tangsuat, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes directeur du département nutrition à la faculté de santé publique Maidol, à Bangkok, en Thaïlande. Et là aussi, avec vous, on verra comment l'alimentation thaïlandaise, asiatique, peut apporter aussi sa pierre à l'édifice pour une nutrition complète et équilibrée. Je vais d'abord me tourner vers vous, Valérie Orsoni. Alors, je l'ai dit, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur bien manger, bien-être. La question qui est posée dans cette émission, c'est finalement une question à deux entrées. Première entrée, si on mélange toutes les cuisines du monde, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. Est-ce qu'on peut avoir un bon équilibre alimentaire? Deuxième question qui découle de la première, si on ne mange que terroir, si on ne mange que ce qu'on mange depuis qu'on est tout petit, est-ce qu'on arrive à un équilibre alimentaire? C'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre pendant cette demi-heure. Votre avis sur la question et qu'est-ce que vous préconisez, vous, aux gens que vous coachez et aux gens que vous conseillez? Alors, la question c'était, est-ce qu'on peut avoir un équilibre alimentaire quand on mélange les cuisines du monde? Déjà, la réponse est oui. Je suis au bon endroit pour la dire. En plus, on arrête l'émission alors. C'est fini, on a la réponse. En fait, nous, dans ma société qui s'appelle le Bootcamp, on propose des menus aux gens du monde entier dans 38 pays. On a 1 200 000 personnes qui suivent nos menus. Bien évidemment, on ne peut pas trouver les mêmes ingrédients partout dans le monde. Par exemple, le sarrasin qu'on adore en France, on ne le trouve pas au Chili, mon voisin confirmera. Mais on aide les gens à découvrir, à titiller leurs papilles pour justement toujours rester motivés pour bien manger. Si on mange du terroir tout le temps, alors j'aime bien, en France, on se gargarise de la bonne nourriture française. Il faut savoir que les Français grossissent depuis 30 ans, on s'épaissit, on se moque des Américains, mais on devient comme eux. Donc le terroir, c'est bien de temps en temps, mais tous les jours, du gros terroir avec de la sédentarité, ce n'est pas la solution. En revanche, quand on va un petit peu partout dans le monde et qu'on mélange les plats, alors je sais pas moi, un couscous végétarien marocain, le guacamole à la chilienne, c'est avec du lait, ça m'avait étonné la première fois, le dal indien, on peut arriver à mélanger les saveurs, les nutriments, les fibres et beaucoup de vitamines pour que les gens aient une bonne alimentation, peu coûteuse, c'est important aujourd'hui, et surtout variée. Quand on mange dans un restaurant indien, un restaurant chilien, un restaurant ukrainien, on recherche avant tout l'exotisme. On ne se préoccupe pas finalement de ce qu'il y a dans l'assiette, on se dit bon ça va forcément être bon et puis ça me changera. Comment alors vous, par le biais d'Internet et par les conseils que vous donnez, vous arrivez à avoir, vous me disiez combien de personnes qui étaient abonnées? 1 200 000. 1 200 000 personnes qui étaient abonnées à vos newsletters ou à vos conseils. Comment, quand on est chez soi, qu'on n'a pas forcément accès à ce site ou qu'on n'est pas forcément là à composer un menu, comment on peut équilibrer je dirais une alimentation sur une semaine ou sur un mois quoi? Alors, Quels conseils vous me donneriez? Alors vous dites équilibrer sur une semaine et ça c'est très juste. J'entends trop de gens me dire il faut équilibrer un repas. En fait, le corps est bien fait, on peut équilibrer sur plusieurs repas, voire sur plusieurs jours. Moi je dis aux gens quand vous allez faire vos commissions, en France on est quand même privilégié, on peut vraiment trouver de tout. Que ce soit du quinoa rouge, on en parlait juste avant avec mon voisin, des produits de Thaïlande ou autres, on trouve de tout. C'est l'idée, j'aime dire aux gens, c'est de se faire des challenges, des défis hebdomadaires. Par exemple, pendant une semaine, on va se dire, je vais essayer, non, j'essaye pas d'ailleurs, en coaching, on n'essaye pas, on fait. Je vais manger 100 produits végétaux différents dans ma journée, dans ma semaine, pardon. Ça paraît énorme, mais ça peut être un super défi familial. Et ça, on va le trouver dans chacune des cuisines du monde. Eh bien, on va mélanger le quinoa. Je pensais qu'il en existait 3 sortes. Mon voisin m'a dit qu'il en existe 10 sortes. Donc, on peut essayer 10 sortes de quinoa. On peut essayer la pomme de terre violette, la pomme de terre blanche. On peut tout mélanger pour, à la fin de la semaine, avoir vraiment touché à tout.
Donc on s'est fait plaisir, on n'a pas forcément grossi si on n'a pas tout fait frire en permanence, et en même temps on a pu explorer un petit peu le monde entier en ayant suffisamment, j'insiste tout le temps, des fibres, des vitamines, etc. Et donc, à contrario, si je traduis, si on reste sur sa cuisine terroir, sa cuisine à soi, c'est-à-dire de la viande 4 fois par semaine, ce poisson, c'est plutôt contre-productif? Eh bien oui, on dit tout le temps le paradoxe français, ça on se gargarise à nouveau de ça, c'est pas si vrai que ça. Si on fait, je sais pas moi, un cassoulet un jour, un veau maringot le lendemain, c'est quand même assez riche comme alimentation. Ça ne le fait pas. Donc ça le fait si vous marchez 3 heures par jour, ce que faisait le français il y a 30 ans. Donc là, on revient à votre concept, un peu de sport, manger de Manger manière bien, très, très diversifiée. sans se priver. Sans se priver, Sans bien se sûr. priver. Et surtout, alors c'est bien d'avoir un chef ici parce que souvent on se dit la bonne nourriture est trop riche. Et en fait, un bon chef, c'est un chef qui sait cuisiner sans nécessairement mettre une mode de beurre dans chaque plat. Donc on peut aussi, avec les cuisines internationales, découvrir comment cuisiner, comme les Japonais d'Okinawa par exemple, sans graisse. Alors je reviendrai vers Carlo dans un instant, mais je voudrais d'abord demander à Madame Tongsoa d'intervenir. Elle veut, je crois, d'abord remercier son ambassade pour... Allez-y, c'est ouvert, it works. Yes. First of all, I would like to thank Embassy of France in Bangkok that giving me the visa to get here in such an urgent situation. So make it possible for me to be here. D'accord. Alors ceci étant dit, je voudrais savoir, la cuisine thaïlandaise, donc vous venez de Thaïlande, de Bangkok, la cuisine thaïlandaise, quelle est sa caractéristique? Alors moi je n'en connais pas plus que ça, mais on pourrait la qualifier de riche, de diététique. Quelle est sa caractéristique? Traditional Thai food is considered one of the healthy diets in the world. But back then in 1960, we eat a lot of rice. The contribution of the carbohydrate is really high. We eat like 80% of energy distribution from carbohydrate. But now we, because of the cross-cultural, we eat less of the rice and grains, which is more into the balance. Now we eat carbohydrates in about 62% of the energy distribution, and we eat more of protein. Back then in 1960, the government has to promote Thai people to eat less of rice and grain and eat more protein. But now Thai diet is very balanced. We eat about 62% of carbohydrate and 10 to 20% of protein, and we eat a little higher than fat because in the history we have a PEM, which is protein, energy, malnutrition. But now because of the different culture, I think this is a good thing that we have more of the intake of protein and more fat. Alors, on voit là, Valérie Orsoni, qu'on a inversé, et ce n'est pas le seul pays où on a dû le faire dans le monde, on a inversé les proportions, enfin surtout l'apport de protéines. On dit que les protéines en trop grande quantité sont mauvaises pour la santé, c'est confirmé? Vous parlez à la bonne personne. J'ai un vrai cheval de bataille anti-régime hyperprotéiné. Je suis sur tous les plateaux aux États-Unis là-dessus. On a cette espèce d'idiotie médiatique, surtout en France d'ailleurs, où beaucoup de gens pensent que pour être mince et avoir la santé, il faut mincir très vite, il faut manger trop de protéines. C'est faux, c'est dangereux, c'est mauvais pour les reins. Et alors si on parle de la planète, ça coûte beaucoup plus cher de produire 1 kilo de viande que de produire 1 kilo de protéines végétales. Donc je ne dis pas qu'il faille se priver, mais là c'est bien, quand on est à du 40-60 en Thaïlande, ça va. Mais quand on arrive à des régimes où la protéine représente souvent animale, alors je ne parle pas des maladies cardiovasculaires, mais représente jusqu'à 70% de l'apport alimentaire, mauvais pour la nature, mauvais pour soi, mauvais pour les reins, et puis impact, comment dire en français, long terme. Pardon. À long terme. Alors Carlo, vous êtes donc chef au Chili. Le Chili qui connaît un phénomène d'obésité depuis quelques années. Pour quelle raison? Pourquoi? Le problème de l'obésité au Chili, oui, je ne sais pas pourquoi, mais le problème c'est que le Chili c'est un pays très long. On mélange en espagnol, en français, mais français. Mais allez-y, on vous comprendrait bien. Oui, c'est comprend bien. Oui? Oui, bien sûr. Oh, super. Mais Chili, c'est un pays, il y a beaucoup de diversité de climat. Le nord,
c'est muy caliente, Plus chaud, plus chaud. Oui. Et le sur, c'est plus froid. L'autre côté, le mar, Le littoral, naturel, les mers. oui. L'autre côté, c'est la cordillera de los Andes. La diversité, c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de climats, beaucoup de produits. Et la zone centrale du Chili, il y a beaucoup de vins rouges, que c'est formidable. Le nord, c'est la quinoa, qui est une céréale. Il y a beaucoup de protéines, c'est realmente formidable. Et le sur du Chili, il y a beaucoup de la production de la pomme de terre. La pomme de terre, je ne dis, los estudios, il y a beaucoup d'études qui disent que l'origine, oui, c'est américaine de la pomme de terre. Bien sûr. Mais la pomme de terre qui se produit au Chili, c'est similaire à la pomme de terre qui se produit en la France parce que la duration des jours et la nuit, c'est similaire, non? C'est pour ça que sa pomme de terre, c'est la même de l'Europe en général. Alors cette diversité entre d'abord géographique et puis ensuite donc du coup des produits qui poussent, Oui, qu'on cultive à ces endroits-là, ça crée un déséquilibre alimentaire. Pourquoi l'obésité? Le Chili, c'est 100% mer. Il y a les fruits de mer sont formidables, les pêches, les poissons. Mais le problème, c'est que la population du Chili, la consommation des produits de la mer, c'est très, très petit. Au Chili, pour une année, le promedio, comment on dit, la moyenne de consommation de poissons, c'est 7 kilos. Alors, s'il y a une comparaison avec l'Espagne, sont 50, 51 kilos. Donc vous proposez des recettes. Alors c'est quoi votre recette au Chili pour bien manger? Qu'est-ce que vous proposez? Au Chili, il y a le climat, c'est méditerranéen. Il y a beaucoup de fruits, de rumbres, c'est très très bon. Les plats chiliens, pour moi, le meilleur plat, c'est cazuela. C'est un plat que c'est complet, c'est équilibré. C'est la même une cazuelette, d'accord? Il y a beaucoup de protéines avec de poulet, un pomme de terre, un zapallo, un potiron, avec un peu de carottes. Et la tradition, c'est manger la soupe, toute la soupe. Il y a le corps s'assied, c'est bon, on s'assied. Après, ajoute la salade chilienne, typique salade chilienne, c'est les tomates avec l'oignon, mélange avec persil, olive oil, comme ça. Et après, le dessert, c'est pas nécessaire, mais la soupe avec la repas complet, c'est pas nécessaire. Manger postre, comment ça se dit? Le dessert, Le dessert, postré. Alors, Madame Tongsoat, je voudrais savoir si vous, en Thaïlande, vous mélangez comme ça les cultures culinaires. Est-ce qu'on trouve en Thaïlande d'autres produits, par exemple d'Amérique du Sud ou d'Europe? Yes, because of the globalization, now Thai people are exposed to Western food. We have all kinds of different food from all over the world. So that makes the food consumption pattern of the Thai people change from what I mentioned before, the low-fat diet and high in fruit and vegetable. Now the situation is changed. Thai people are eating more fat, especially saturated fatty acids, because of the protein intake, the high meat intake from, I think that is from part of the other Western country. We have all this franchise from international, and so that makes it changes. And we have all kind of ethnic food in Thailand. So that's the Thai prevalence of the obesity we mentioned before and the overweight are increasing very high in Thailand now.
almost 1/3 of the prevalence of Thai people are obese and overweight in Thailand, almost every age group. But in terms of culture diversity, there are another side. I think positively it's created variety, and also it gives us the choices and the availability of the different kind of food. In Thailand, mainly we use coconut milk in our cooking, which is high in saturated fatty acids. According to the, in terms of nutritionally speaking, actually the distribution of the fat, Vanally also know about that, is the distribution of the saturated fatty acids is less than 10%. And we should increase the high percentage of monounsaturated fatty acid. This is where the different culture come in. We need to use a little olive oil, which is high in monounsaturated fatty acid. We import more of the canola. I think this is the positive thing when you have a different cultures. That is the good thing that our fat intake should be higher, because now in addition to the high incidence of the obesity, we also have the high incidence of high cholesterol level. So it's about 2/3 of the population, especially working, 2/3 of the working population have a high cholesterol level. So this is has to be doing a lot to do that in terms of the problem, the health problem in Thailand. So I think this is the positive thing about different cultures. Even Thai, traditional Thai, I'm working on a paper looking at the factor that affecting the high cholesterol level of the people. And the factor is that they eat high meat and a lot of saturated fatty acids. So I think when the different cultures come in, you can balance using more of the high monounsaturated fatty acid oil in cooking. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est ce qu'elle vient de nous dire, c'est que finalement, oui, en Thaïlande sont disponibles d'autres alternatives, hein, d'autres cuisines du monde. En même temps, il y a de l'obésité, en même temps, il y a des taux de cholestérol qui montent. Alors, question, est-ce que c'est lié au mélange, ou au contraire, est-ce que ce mélange, cette mixité va permettre de lutter contre l'obésité et le cholestérol ? Alors oui et non. Il y a un exemple très très sympathique, c'est l'exemple de l'île d'Okinawa. Donc tout le monde a parlé à l'époque de Okinawa Diet, le régime d'Okinawa. Zéro obésité, pas de cholestérol, pas de diabète, tout allait bien sur cette île fantastique, jusqu'à ce que le premier McDonald's ouvre. Et là, le premier fast-food a ouvert. On parlait de diversité internationale, donc le premier fast-food a ouvert, et les premiers cas d'obésité, après 2-3 ans, ont commencé à se faire voir. Donc c'est bien d'intégrer des aliments du monde entier, mais il faut éviter ce qu'on sait ne pas être positif sur les taux d'obésité, comme tout ce qui se passe là où j'habite moi aux États-Unis, c'est-à-dire la nourriture qui est très processed, très industrialisée. D'ailleurs, on ne sait même plus quels sont les aliments à l'intérieur, beaucoup de graisses saturées. Et là, pour le coup, la diversification, l'internalisation dans cette partie-là de la nutrition est mauvaise. Donc, c'est bien d'aller prendre des aliments du Chili, de la Thaïlande, de l'Inde, du Maroc ou même de la France, mais il faut oublier et mettre de côté tout ce qui est mauvais pour nous, et vraiment alors tout ce qui est fast food, on prend le meilleur de chaque cuisine. Meilleur, voilà. Mais enfin, c'est un peu compliqué parce que... Il y a des livres. Oui, il y a des livres, notamment les vôtres. Ben voilà. Non, mais donc, oui, c'est important parce que ça veut dire que quelqu'un qui déciderait tout seul de mixer son alimentation pourrait faire des erreurs. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'entre une frite avec de l'huile animale pas chère à $2, un poisson le kilo peut de être frites. gras aussi. Hein. Oui, mais le gras du poisson, c'est un bon gras pour notre cerveau, donc on en a besoin. Mais je pense qu'on n'est pas idiots. Maintenant, on peut manger des frites. Ça n'a jamais fait grossir personne de manger des frites de temps en temps. Là aussi, il y a un peu, on crie haro sur le baudet dès qu'il y a une goutte de graisse. C'est pas dangereux. Mais en Thaïlande, par exemple, le problème, c'est qu'ils utilisent énormément de sources végétales de graisse saturée, mauvaises pour le cœur. Ils souffrent d'un taux énorme. Donc 2/3 de la population a du cholestérol. Plus de 45% des gens ont des maladies cardiovasculaires. Donc il faut aussi choisir. Alors il faut s'éduquer. Mais enfin, il y a des choses comme le Ciel, il y a des journaux télévisés, il y a des chefs qui font des émissions, il y a des magazines. On peut se renseigner quand même. Un mot juste pour préciser, est-ce que les conseils que vous donnez sont adaptés à chacun des pays ?
Un exemple, si vous conseillez un Thaïlandais, est-ce que vous allez le conseiller de la même façon qu'un Américain? Alors, on a adapté mon programme en ligne à des grandes cultures alimentaires, comme on les appelle. Alors, bien sûr, je sais bien conscience qu'entre un Mexicain et un Chilien, c'est différent, entre un Thaïlandais et un Chinois aussi. Mais on a adapté les grandes cultures. On garde 50% de la base commune. C'est-à-dire que j'ai envie qu'un Thaïlandais découvre ce que c'est que, par exemple, une crêpe de sarrasin. C'est bien qu'il s'ouvre un peu les papilles. Mais je sais qu'il y a 50% du reste, il va falloir s'adapter. Donc oui, on s'adapte à 50% par pays, parce que les gens aiment garder leur terroir, aiment garder une partie de choses qu'ils connaissent, mais ils aiment bien aussi découvrir. Carlo, alors vous me parliez d'une clinique, gourmet, que vous animez, donc c'est dans un hôpital à Santiago du Chili. Quel est le concept en fait? Qu'est-ce que vous cherchez à faire dans cette clinique? Bueno, le concepto es que sea un clinic, sea la clínica de la Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo, así se le nomme. La gastronomie en la clinique, c'est très important parce que la repas, c'est partie de la bonne nutrición y de la buena nutrición, pero también de la parte para sanarte, la alimentación para sanarte. Pour guérir. Oui, donc alors pour faire simple, c'est donc des gens qui ont des problèmes de nutrition Oui. ou d'obésité, de cholestérol, enfin peu importe, D'accord. qui viennent dans cette clinique pour Oui. retrouver une alimentation équilibrée. A ver, el CTO, Centro de Tratamiento pour la Obésité, ça s'appelle CTO, de la Universidad Católica, il y a la même clinique. C'est un programme d'alimentation pour la bonne santé qui, par exemple, s'il y a beaucoup d'obésité ou les problèmes cardiovasculaires, comme ça, c'est un programme qui dit, tu parles un jour avec la nutritionniste, la nutritionniste, il a beaucoup de conseils. Après, c'est très important la labeur de chef de cuisine. Donc vous intervenez Oui. là et ma Après, question est simple, c'est quand vous intervenez pour proposer pas un régime, on va pas appeler ça un D'accord. régime, mais une nouvelle façon de se nourrir, Oui. vous prenez des produits du monde entier? D'accord. Est-ce que vous prenez des produits du monde entier? Oui, oui. Non, le problème, c'est que la nutritionniste parle ne parle pas au Chili de la recette. Il dit un peu de protéines, un peu de carbohydrates. D'accord, un oui, peu de- c'est le discours classique, quoi. Sí, oui, c'est la même chose la France. En France, Oui, oui. bien sûr, oui. Bueno, au Chili, bueno, parle con la nutritionniste. Alors, après, parle con le docteur, spécialiste. Après, con le chef. Le chef dit, OK, nous avons travaillé pour la recette pour la bonne santé. Avec, par exemple, c'est un cours que je prépare avec ActiFry. Je travaille pour le chef de France. L'ActiFry, c'est une machine qui sait pas préparer pommes frites, mais pas de fritas, non fries. Oui, très light. Avec un Pas- cuillère, vous connaissez, non? Une cuillère de olive oil, non? De huile d'olive, une cuillère. Et après, préparer autre préparation avec la technique de la cuisine, c'est très, très important. C'est cuisiner avec le vapeur. C'est très important. C'est bon, au Thaïlande. Par contre, le problème quand même, le problème pour vous reste quand même de mettre des ingrédients qui viennent d'autres pays du monde. C'est bon, il faut quand même aller les chercher, les trouver sur place. C'est pas toujours très facile. Oui, les produits au Chili, il y a beaucoup de produits. C'est pas le problème. Le problème, je pense que c'est la technique. Comment la famille. L'agrégation de tout ça. Oui. L'agrégation comme la famille cuisiner en la maison, c'est le problème. Et au Chili, c'est tout fried. Il a ajouté la poêle. Tout est frit, tout est frit. Tout est frit. Valérie, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous savez de la cuisine chilienne? Mais je vais faire un voyage d'études au Chili l'année prochaine, donc je vous raconterai ça au prochain Cial. mais plus sérieusement, le Chili, enfin, vous savez, on parlait du terroir tout à l'heure. Vous lui demandiez s'il faisait venir des aliments étrangers, entre guillemets, exotiques. Il faut savoir que ce que nous, on utilise tous les jours, et même moi qui suis corse, les tomates, le maïs, les haricots verts, etc., ça vient tout d'Amérique du Sud. Donc eux, ils ont déjà tous ces produits-là. Ils ont déjà tout ce que nous, on considère comme étant terroir, c'est leur terroir à eux. On les a découverts avec Christophe Colomb. Avant, chez nous, il n'y avait pas de pommes de terre non plus, on n'avait pas donc, les aubergines, enfin toutes ces choses-là. Donc je pense qu'ils sont mieux lotis que la majorité du monde, vu qu'ils ont toutes ces cultures-là, plus ce qui devient à la mode chez nous, comme le quinoa et autres, plus les poissons. Cela dit, le coût du frit, c'est très intéressant. Beaucoup de choses sont frites là-bas. Mais un jour, je suis allée aux Philippines.
Et j'ai voulu manger, alors tout était frit partout aux Philippines, c'était une catastrophe, je me dis c'est pas possible, ils sont tous bien adipeux, comment ils font? Même les sushis étaient frits. Oui, mais il y a C'est-à-dire beaucoup de qu'on pays peut- dans le monde où on Voilà. frit la nourriture. Alors avant hein. c'était une question de santé, parce Oui. qu'avec la température, l'élévation, on tuait une bonne partie des bactéries, au niveau santé c'était meilleur. Mais aujourd'hui on sait quand même en général conserver Que la la chaîne chaîne du alimentaire est froid, beaucoup plus on sécure, la ouais. maintient. Mhm. Et donc je pense que c'est une question de culture, et c'est bien qu'il y ait un chef dans un hôpital, parce que avant c'était une nutritionniste aux connaissances bien ringardes, il faut le reconnaître, on n'a pas remis Oui, catégories, des catégories très précises, Mhm. très anxiogènes, Mhm. et on n'a pas la notion du goût et du plaisir. D'ailleurs, j'ai déposé une marque Mincir de plaisir un jour parce que je l'utiliserai, et je pense que les gens doivent comprendre qu'on peut manger bien avec un chef, des cuisines même riches parfois, sans nécessairement mettre en jeu sa santé cardiovasculaire. Madame Tongsuat, je voudrais qu'on vienne sur une notion qui est un petit peu différente de celle de l'équilibre nutritionnel, c'est le goût. Les Thaïlandais, les gens d'Asie du Sud-Est ont un goût, enfin ont une habitude de goût par rapport à ce qu'ils mangent. Est-ce qu'ils parviennent, et c'est valable à l'envers, hein, est-ce que la question peut se poser pour les Occidentaux par rapport à de la nourriture, est-ce qu'ils parviennent à changer le goût, enfin non, à accepter de nouveaux goûts? Yes, because that is part of the culture. When you taste and familiar, but with the different culture now that different cultures come to Thailand, so people can taste the different tastes now. They get used to new things. I think that is the good things about different cultures. Even back then, now I think the change constitution of the especially new generation, the Thai traditional Thai foods has been gone. There's even some cuisine they didn't know, some dishes, but now they are get used to Western food, and especially with the globalization, and we have all this kind of franchise food in Thailand. So it has been changes, and I agree with Manavi that we need to combine different cultures. From Thai cultures is one of the healthy food. It's high in fiber, but now that the situations have been changed, Thai people eating more fat. We mentioned in different parts of the world, like in Philippines, also in Thailand, everything is fried. So especially we use high saturated fatty acid in frying. So that's why we have this health problem among Thai people. So I think cultures is the taste we can develop, even though it's one of the culture, and now that Thai kids get familiar with the Thai Western cultures, I mean Western food. So I agree again that with different cultures, we can combine and have a healthy diet. As here we in the convention, it's a global market place that there are different kind of food that we can combine. Also an educator, it's very important that to teach young children and general population to be able to combine between Eastern and Western cultures, that you can have a healthy, balanced diet. I believe so. Alors, on a bien compris que ce n'est pas un problème de culture, qu'on peut changer le goût, qu'on peut s'adapter à de nouveaux goûts. Valérie Ransoni, vous ne partirez pas d'ici sans me faire un menu, allez, sur 2 jours ou sur 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer sur 3 déjeuners et 3 dîners, voire petit déjeuner? Maintenant, là, tout de suite? Oui, tout de suite. D'accord. Vous avez de quoi noter? Oui, je note, allez-y. Alors moi, ce que je dis aux gens du monde entier, c'est de commencer, et même Jennifer Aniston d'ailleurs le fait, donc vous pourriez, Oui, parce que vous coachez aussi vous pourriez rêver des d'avoir scènes- le corps de Jennifer, n'est-ce Oui, pas? enfin, ça va être difficile. Ou de Brad Pitt. Ça va être encore plus dur. Mais je conseille toujours de commencer la journée par j'allais dire un saumon pressé, non, un citron pressé. Ouais. Ça permet de soutenir les fonctions digestives, et si vous avez fait des agapes la veille, teint de Hollywood, on va dire. D'accord. Et ensuite, je suis une grande fan du sarrasin, qui ne contient pas de gluten, d'ailleurs tendance, Oui, très sans tendance gluten. à nourriture sans gluten. Donc, Ouais. une infusion de sarrasin, ça s'appelle le sobacha, très bon à nouveau pour l'équilibre des antioxydants, et ça coupe un petit peu l'appétit naturellement, donc c'est parfait. Et après, en petit déjeuner, je conseille à nouveau une petite crêpe de sarrasin, sur lequel, si vous aimez le sucré, un peu de confiture de fraise ira très bien, avec un fruit derrière. Si vous aimez le salé comme moi, eh bien, soit du fromage ou autre chose. Et alors, quand on rentre dans le dur, c'est-à-dire soit le déjeuner, soit le dîner? Alors, déjeuner, moi j'aime bien le poisson, donc un poisson grillé,
Pour les gens qui sont végétaliens, l'équivalent en tofu ou un mélange de graines et de riz, de carbohydrates avec des légumineuses pour un équilibre protéiné idéal. Ou le quinoa, dont parlait mon voisin, qui contient 35% de protéines assimilables. C'est une des meilleures sources végétales. Et j'aime bien avoir un poisson par jour, ou en tout cas, mais sauvage, parce que quand on voit ceux d'élevage, on préfère le sauvage. Si possible d'Alaska, il y a moins de mercure là-bas. Et surtout, en France, vous avez une campagne de pub pour 5 produits frais par jour. Oui. C'est pas assez. Donc moi, je conseille 10. Ça paraît énorme, mais on s'y habitue très vite et c'est meilleur pour la santé. Et donc là, ce sont des produits qu'on peut typiquement aller chercher dans des recettes de cuisine du monde entier finalement. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'un jour, je vais conseiller par exemple d'avoir un ceviche péruvien. La recette originale d'ailleurs du ceviche, c'est le Pérou, le poisson mariné dans du citron. Je vais conseiller le fameux dal que j'adore, la soupe de lentilles indienne, superbe source de protéines, sans non plus faire pencher la balance du mauvais côté. Un petit couscous marocain, des sushis, etc. Et l'Afrique subsaharienne avec ses plats épicés à sa place dans l'alimentation? C'est bien, mais il y a souvent beaucoup de graisses saturées. Oui, beaucoup. Donc si on arrive à les adapter, why not? Why not? Alors, on va, pour terminer cette émission, présenter quelques produits chiliens. Je vais les montrer à la caméra. Alors, de quoi il s'agit, Carlo? Bueno, lo que ven ahí lo que vous regardez, c'est tica. C'est un produit chilien, c'est différentes pommes de terre. Les chips, ouais. Chips de pommes de terre, que c'est formidable, il y a beaucoup d'antioxydants. C'est la pomme violette, la pomme rouge, c'est de la partie sud du Chili. Et il y a beaucoup de charcuterie très originale, c'est cordero, comment on dit? Jamón de perla. Jamón de pierna. C'est l'agneau, que c'est de la Patagonie chilena, c'est très bon, c'est jambon. Et c'est un produit d'innovation, c'est Wagyu, c'est Wagyu chilien qui c'est formidable, c'est un mix, non, una mezcla un mélange de sabores espectaculaires, realmente especial. C'est Wagyu, c'est le même. Et voilà, c'est un sal. Aujourd'hui, c'est la sel, c'est un mélange de sel avec merquén. Merquén, c'est le typical Chili de los mapuches. Mapuche, c'est la ethnie chilena. Ethnique chilien, c'est un chili fumé. C'est très bon. Et là, on a du poivre un peu épicé, piquant, ouais. Là, c'est plus... Oui, c'est fort. Dangereux, très dangereux. Est-ce que vous nous les laissez? Est-ce que vous nous les laissez pour qu'on puisse les manger? Est-ce qu'on peut les garder? Oui, c'est pour vous. Ah, c'est gentil. Oui, on va les manger avec toute l'équipe après en régie. Dégustez, avec les chips pas de problème. Et le jambon. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on a répondu finalement partiellement à cette question de mélanger les cultures culinaires, mais on sent bien que de toute façon, dans chaque culture, il y a du bon. Et je retiendrai une chose de ce que vous avez dit, c'est qu'il faut prendre le meilleur de chacune des recettes et de chacune des habitudes alimentaires mondiales pour faire un best worldwide, on pourrait dire comme ça, un best-of du monde entier. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Je vous rappelle que les émissions sont retransmises en temps réel quasiment sur la télé du Ciel, sur YouTube. On va se retrouver dans quelques instants avec Xavier Terlet, le monsieur innovation du Ciel, pour faire un bilan un petit peu, même pas un petit peu, même beaucoup, des innovations qui ont été présentées ici et notamment dans le hall 6 à la serre, la magnifique serre innovation au pôle d'innovation du Ciel 2012. Merci de votre attention. À tout à l'heure.